Le Canadien de Montréal entame ce soir un périple de 3 matchs dans l'Ouest américain. On s'en va en Utah face aux Mammoths ce soir, les Golden Knights de Las Vegas vendredi et l'Avalanche du Colorado des samedi pardon, l'Avalanche qui est la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement avec Nathan McKinnon, Kel McCarr et compagnie. Du côté des Golden Knights, également, on a une bonne équipe, un peu moins bonne peut-être qu'on pensait, mais l'absence de Mark Stone et de William Carson présentement limite un petit peu la profondeur. Mais c'est tout de même une équipe qui sera très dure à battre. Et pour parler de ce soir contre le Mammoth de l'Utah, un choix stratégique de Martin Saint-Louis, c'est Adam Ekstrom qui prendra la place d'Arber Xhekaj dans la formation. C'est un choix intéressant. On sait que Xhekaj a quand même plus de difficultés depuis quelques temps. Peut-être moins le facteur X. On a vu que son frère avait peut-être plus d'impact dans le match contre les Maple Leafs. Florian Xhekaj qui a été convaincant. Lui, il restera dans la formation avec Josh Anderson et Evans. Mais pour Ekstrom, c'est intéressant. On a connu un excellent début de saison avec le Rocket de Laval. Et là, on aura la chance de se faire valoir à Montréal lors de ce voyage. Ça commence en Utah ce soir. Le Mammoth qui est 8e dans l'association de l'Ouest avec des joueurs qui sont quand même très très bons comme Logan Cooley, Clayton Keller et compagnie. Un excellent coach également, André Tourini. Du côté du Mammoth, ça fait longtemps qu'on attend une bonne année, une équipe qui peut aspirer aux séries éliminatoires. Eh bien là, on l'a. Et ça va être un bon défi pour le Canadien pour entamer ce voyage-là. Le Canadien va jouer 16 matchs en 28 jours. C'est énorme. C'est énorme parce que ça veut dire quoi? Pas beaucoup de congés, pas nécessairement beaucoup de pratiques. On n'a pas une rotation énorme avec les blessures de Kirby Dack, Alex Newhook et compagnie. Caden Goulet qui est pas là en défensive. Faudra peut-être se fier à des joueurs de profondeur. Brendan Gallagher connaît une meilleure séquence présentement, doit continuer avec Joe Veleno sur le quatrième trio. J'imagine qu'on va intégrer également Alexandre Texier, le nouveau joueur français qu'on a acquis. J'imagine qu'il sera intégré dans ce voyage, au moins un des deux matchs, soit à Las Vegas, soit au Colorado. Mais tout indique qu'il ne sera pas de la formation ce soir en Utah. Mais lui, peut amener de la vitesse, peut amener du désavantage numérique, il a quand même des mains. Je le vois évidemment pas sur les deux premiers trios, non. Mais est-ce qu'il peut amener peut-être quelque chose sur le troisième trio? On le verra. Pour l'instant, j'aime mieux Florian Xhekaj parce qu'il amène un aspect qu'on manque à Montréal. Mais à long terme, ça peut être une acquisition de profondeur intéressante. Et j'avoue qu'avec les absences de Dak, Newhook et Laine, oui, un attaquant de plus n'est pas nécessairement du luxe. Donc, je suis pas en désaccord avec cette acquisition-là. Une entente serait très proche entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. On sait que M. Trump exerce une pression quand même beaucoup plus forte dans la dernière semaine comparé aux derniers mois peut-être où on avait vu que c'était assez tranquille. Les émissaires américains vont se rendre à Moscou pour parler à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky qui lui aurait accepté un rapport américain de 18 points pour mettre fin à la guerre. L'Ukraine, évidemment, serait désavantagée dans cet accord, céderait des territoires, n'aurait pas le droit de rejoindre l'OTAN. Pourquoi l'Ukraine fait ça? Pour ceux qui se demandent la question, c'est pas compliqué. L'Ukraine est en train de perdre beaucoup de terrain et plus rapidement que dans tous les mois précédents. La Russie progresse et même si la Russie a eu des pertes importantes elle aussi, mais ça reste que l'Ukraine est en difficulté et c'est pas nécessairement qu'ils ont plus d'armes, parce que oui, on en vend beaucoup, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque de soldats, un manque d'effectifs que la Russie a beaucoup moins, parce que la Russie est beaucoup plus nombreuse. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais croyez-moi, oui, la Russie a eu des pertes importantes. Donc, même si Vladimir Poutine laisse entendre depuis quelques mois que non, pas stressé à mettre fin à la guerre, veut à tout prix avoir des conditions, la Russie n'est pas non plus, selon moi, complètement fermée à mettre fin à la guerre pour des raisons, comme je vous parle, que ils ont eu des pertes importantes. L'industrie du pétrole est limitée parce que les pays ont coupé beaucoup de droits à la Russie. Financièrement, la Russie s'en sort encore, mais bon, ils sont sur le respirateur artificiel. Donc, il y a quand même certaines choses qui rentrent en ligne de compte.
Et continuer la guerre pendant peut-être 1, 2 ans encore serait très dommageable pour la Russie, même s'ils arrivaient à leur fin. Je suis pas convaincu que Vladimir Poutine a nécessairement un intérêt à continuer pendant encore longtemps, même si lui, évidemment, ne va pas dire qu'il va arrêter à tout prix. Mais selon ce qu'on entend, oui, une entente pourrait être conclue parce que pour une première fois, l'Ukraine accepterait vraiment de céder des parties de territoire et accepterait des conditions qu'il n'acceptait pas jusque-là. Pour la première fois, Zelensky a avoué à sa population en vidéo qu'ils étaient face à un choix probablement de résiliation. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de, peut-être pas de semaine, mais peut-être qu'on peut s'attendre d'ici Noël à une vraie entente. Là, après ça, vous allez me dire, est-ce que l'entente va être respectée? Ça, c'est une toute autre euh, perspective que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Mais clairement, il y a des informations qui circulent qu'il y a des avancées majeures qui se font et qu'on ne serait pas à des mois et des mois d'une entente, mais plus une question de semaines /oblique d'ici le temps des fêtes. Ça a brassé hier à l'Assemblée nationale du Québec. On sait que c'était le retour des élus. Le Québec qui proposait un nouveau budget. On voulait réajuster certaines choses et Éric Girard, qui est le ministre des Finances, a réajusté certains paramètres, essayer d'aider les entreprises qui sont affectées par les tarifs de M. Trump. Également, on aura parlé encore de Vincent Marissal qui a quitté en fracas Québec solidaire. On sait ça fait beaucoup, beaucoup parler et encore. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, celui-ci l'a confirmé, le chef du Parti québécois, que depuis quelques mois, ils ont des conversations. Oui, ils sont proches. Est-ce que c'est une possibilité sérieuse que M. Marissal puisse intégrer le Parti québécois un jour, peut-être en vue des prochaines élections qui auront lieu en automne 2026, ne pas fermer la porte, tout dépendant évidemment de l'image que cela va apporter rendu là. Et Québec solidaire, évidemment, qui dénonce, avec raison, je devrais dire, la fin. Et moi, je suis d'accord avec le fait que quitter un parti, c'est une chose. C'est comme une équipe de hockey, on peut changer d'équipe. Hein. Par contre, il y a une histoire de loyauté et il y a une histoire de quitter de la bonne façon. Puis je pense dans la vie, c'est important quand tu quittes un travail, quand tu as une rupture en relation, c'est tout le temps de la quitter de la bonne façon. Tu peux aller changer. L'humain a le droit de faire ça. Par contre, tout est dans la manière. Ça, je suis vraiment d'accord avec cet argument-là qu'on entend depuis hier. Il y a une façon de faire les choses, il y a une façon de quitter. Et magasiner un départ avant de partir, c'est pas une très bonne idée. C'est la même chose au travail, en amour et dans absolument tout. Se baquer pour quitter avant, jamais une bonne idée. Donc, Vincent Marissal a probablement quand même nuit à son image. J'ai bien hâte de voir si le Parti québécois va réellement le réaffecter. Et le Parti libéral également, qui a continué à se faire poser des questions, encore une fois, sur Marois Risky, l'histoire de la semaine passée. Le Parti libéral aussi traverse une crise quand même. Pablo Rodriguez tente d'être rassurant, tente de dire que les gens sont derrière lui, oui. Mais encore une fois, clairement que ça nuit au parti. Ça, personne ne peut le nier. Même Pablo Rodriguez lui-même l'a avoué hier que Marois Risky nuisait au parti. C'est clair. Et le Parti québécois qui en sort réellement gagnant. Et même la CAQ, à la limite, en sort gagnant de Québec solidaire et des libéraux présentement. Parce que la CAQ présentement, on parle beaucoup moins de la loi sur les médecins. On a moins parlé du budget d'Éric Girard qu'on aurait parlé habituellement. Les lois sur la laïcité, la plupart des Québécois sont d'accord avec la loi sur la laïcité de la CAQ pour enlever les prières de rue et compagnie, même si ça fait pas l'unanimité. Mais donc, même la CAQ présentement en ressort gagnant de cette problématique chez Québec solidaire et au Parti libéral. Et à 1 an des élections provinciales, il n'y a rien qui est joué encore, selon moi, à moins d'1 an. Non, je pense pas que la CAQ va regagner les élections, on s'entend là-dessus, là. Mais est-ce qu'il pourrait remonter et se faire aider par un parti libéral un peu plus désorganisé? Clairement que oui. Et Québec solidaire, ben, eux font juste pas s'aider.
dans une tendance qui était déjà à la baisse de manière drastique depuis les élections de 2022.